Oula, biocentrisme, quel mot barbare, me direz-vous? Ne vous inquiétez pas, on va lire ce petit article pour comprendre un peu mieux ce qu'il en est. Parce que c'est fondamental pour comprendre l'écologie aujourd'hui. Et bien sûr, je vais un peu le commenter parce qu'il y a quelques points qui sont un peu flous. Le biocentrisme, dans un sens politique et écologique, ainsi que littéralement, est un point de vue éthique qui étend la valeur inhérente à tous les êtres vivants. Alors cette idée de valeur inhérente est très importante, parce que celui qui dirait il faut donner de la valeur aux êtres vivants parce que les humains en dépendent pour survivre, lui il n'est pas biocentriste, il est anthropocentriste, il se centre sur l'humain. Quand on dit par exemple faut sauver les abeilles parce que on en a besoin pour nos cultures, ou bien faut protéger les stocks de poissons pour se nourrir, ou faut protéger les arbres pour nous faire de l'ombre, tout ça finalement ce qui compte c'est l'humain quand on dit ça. Alors qu'un biocentriste va dire non, la vie a une valeur en elle-même, peu importe la fonction qu'elle a pour nous. C'est une compréhension du fonctionnement de la Terre, en particulier en ce qui concerne sa biosphère ou sa biodiversité. Il s'oppose à l'anthropocentrisme, centré sur la valeur de l'humain. Le biocentrisme n'implique pas l'idée d'égalité dans le règne animal, car aucune telle notion ne peut être observée dans la nature. Ou qu'est-ce que ça veut dire? La pensée biocentriste est basée sur la nature, pas sur l'humain. Oula, ça c'est n'importe quoi. Parce que dans ce cas, on peut dire aussi que le biocentrisme n'a pas de sens, parce que dans la nature, il n'y a aucun être vivant qui va se dire « Ah tiens, si on valorisait tous les êtres vivants, si on leur donnait une valeur inhérente et pas intrinsèque », non. Ça, c'est la morale biocentriste et aussi un produit de l'humain. Donc si on veut poursuivre ce raisonnement, comme quoi on ne peut pas utiliser des notions qui ne sont pas observées dans la nature, ben dans ce cas, on détruit le biocentrisme lui-même. C'est un peu une tendance que je remarque souvent à vouloir délapider les règles morales sous prétexte que c'est un produit de l'humain. Ouais, mais c'est un produit de l'humain, mais ça n'empêche pas de les utiliser. Donc, on peut très bien imaginer une égalité dans le règne animal, une égalité de considération morale, par exemple, dire on considère également chaque animal qui a la même importance, qui a la même valeur, même s'il n'y a pas d'égalité de fait dans le règne animal, du genre, il y en a qui sont plus forts que d'autres, il y en a qui se font manger. Donc là, c'est n'importe quoi ce passage. Faut faire attention. Les partisans du biocentrisme promeuvent souvent la préservation de la biodiversité, les droits des animaux et la protection de l'environnement. Alors les droits des animaux, faut voir, c'est plutôt le scientisme qui promeut ça. D'ailleurs, il y a une définition du biocentrisme qu'on peut trouver sur internet qui dit conception, attitude mettant l'accent sur la protection et le bien-être de tout être vivant. Alors non, parce que le bien-être, c'est quelque chose de spécifique aux êtres sentients. Le fait de se sentir bien, d'avoir un état d'esprit positif, bah ça c'est... L'esprit, c'est quelque chose réservé seulement aux êtres sentients, qui peuvent sentir. Les êtres vivants, par exemple les bactéries, peut-être qu'elles peuvent être dans une situation prospère parce qu'elle se multiplierait ou bien parce qu'elle est abondante, mais elle ne sent pas du bien-être, la bactérie. Parce qu'elle n'a pas de sensation, elle n'a pas de vécu subjectif. Donc, faire attention, le biocentrisme, ce n'est pas la même chose que le scientisme. Le biocentrisme se centre sur les êtres vivants, en général, peu importe qu'ils soient sentients ou pas, alors que les scientistes se centrent sur les êtres sentients. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que les scientistes n'en ont rien à faire des autres êtres vivants, mais ils leur donnent à ces autres une valeur instrumentelle. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont dire il faut protéger l'herbe, non pas pour l'herbe elle-même, mais parce que ça permet de nourrir un cerf. Par exemple. Le terme a également été employé par les tenants du biocentrisme de gauche, qui associe une écologie profonde à une position anti-industrielle et anticapitaliste, blablabla. Définition. Le terme biocentrisme englobe toute éthique environnementale qui étend le statut d'objet moral des êtres humains à tous les êtres vivants dans la nature. C'est ce qu'on a dit. L'éthique biocentriste appelle à repenser la relation entre l'homme et la nature. Il déclare que la nature n'existe pas seulement pour être utilisée ou consommée par les humains, mais que les humains ne sont qu'une espèce parmi tant d'autres, et que parce que nous faisons partie d'un écosystème, toute action qui affecte négativement les systèmes vivants, dont nous faisons également partie, nous affecte négativement. Que nous maintenions ou non une vision du monde biocentriste. Alors il faut faire attention, parce que souvent il y en a qui vont dire faut valoriser tous les êtres vivants parce que on est dans un écosystème et on en dépend, mais là c'est encore un point de vue anthropocentriste. Si on dit qu'il faut protéger tel être vivant parce qu'on en dépend, ben la finalité elle est bien humaine. Donc
Quand on dit l'humain appartient à un écosystème et il en dépend, c'est pas du biocentrisme, c'est de l'anthropocentrisme. Faut faire attention à ça. Mais c'est vrai que peu importe que l'on soit anthropocentriste ou biocentrique, dans les deux cas, on va devoir protéger le vivant. Les biocentristes observent que toutes les espèces ont une valeur inhérente, enfin tous les êtres vivants plus précisément, une espèce c'est plutôt une catégorie à laquelle appartiennent les êtres vivants. Toutes les espèces ont une valeur inhérente et que les humains ne sont pas supérieurs aux autres espèces dans un sens moral ou éthique. Oui, il faut bien préciser dans un sens moral ou éthique. Les humains peuvent être supérieurs en cognition, ils peuvent créer supérieurs en sophistication de leur culture, mais ça ne veut pas dire qu'ils desservent plus de considération morale. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'ils ont plus d'importance en eux-mêmes ou que leurs intérêts priment davantage que ceux d'autres êtres vivants. Même si je dirais qu'en réalité, seuls les êtres sentients ont des intérêts, pas tous les êtres vivants. Bref. Les 4 principaux piliers d'une perspective biocentrique sont: d'une part, les humains et toutes les autres espèces sont membres de la communauté terrestre. D'autre part, toutes les espèces font partie d'un système d'interdépendance. Il faut encore se méfier de ça parce que si on dit qu'il y a l'interdépendance, dire que 2 éléments sont interdépendants, ça ne veut pas dire lequel a de la valeur au final. On peut très bien dire oui, toutes les espèces sont interdépendantes, mais seul l'humain vaut. Qui revient à l'anthropocentrisme, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Troisièmement, tous les organismes vivants poursuivent leur propre bien à leur manière. Bon, là encore, je dirais les organismes sentients. Est-ce qu'on peut dire qu'une bactérie poursuit son bien? Non, on peut dire qu'elle perpétue sa vie ou qu'elle a une tendance à le faire, mais c'est tout à fait mécanique, si je puis dire. Elle ne recherche pas, parce que si elle recherche, ça veut déjà dire qu'elle a une intention, et si elle a une intention, c'est qu'elle a des expériences subjectives. Ça veut dire qu'elle peut, par exemple, se projeter dans le futur, et ça, ça présuppose déjà la sentience. Quatrièmement, les êtres humains ne sont pas intrinsèquement supérieurs aux autres êtres vivants. Relation avec les animaux et l'environnement. Le biocentrisme considère les espèces individuelles comme faisant partie de la biosphère vivante. Il observe les conséquences de la réduction de la biodiversité à petite et à grande échelle et souligne la valeur inhérente que toutes les espèces ont pour l'environnement. Plutôt la valeur instrumentale. Parce que si on dit que les espèces sont très utiles pour préserver par exemple la stabilité de l'écosystème, c'est-à-dire que les espèces ont une valeur instrumentale. Ils sont un bon moyen pour préserver la stabilité de l'écosystème. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une valeur inhérente. Ça manque un petit peu de rigueur là. L'environnement est vu pour ce qu'il est, la biosphère dans laquelle nous vivons et dépend de sa biodiversité pour notre santé. À partir de ces observations, les points éthiques sont soulevés. Histoire et développement. L'éthique biocentrique diffère de la pensée éthique classique et traditionnelle. Plutôt que de se concentrer sur des règles morales strictes, comme dans l'éthique classique, il se concentre sur des attitudes et le caractère. Contrairement à l'éthique traditionnelle, elle est non hiérarchique et donne la priorité au monde naturel plutôt qu'à l'humanité exclusivement. Alors du coup, elle est hiérarchique, mais la hiérarchie est inversée parce que, de fait, les humains représentent un très faible pourcentage de tous les individus vivants qui existent au monde. Et aussi de tous les individus sentients. Donc, avec une éthique sentientiste, on dirait aussi que l'humanité pèse peu lourd. L'éthique biocentrique comprend l'éthique d'Albert Schweitzer, de vénération pour la vie. Il y a aussi un petit peu de spiritualité dedans, faut pas se le cacher. L'éthique de Peter Singer de la libération animale, on va voir ça. Et l'éthique de Paul Taylor de l'égalitarisme biocentrique. Le principe du respect pour la vie d'Albert Schweitzer était un précurseur de l'éthique biocentrique moderne. Alors vous inquiétez pas, là on est tout au début, mais on va pas tout lire. Donc restez jusqu'à la fin. Ni toute distinction. Donc cette éthique, contrairement à l'éthique traditionnelle, qu'on apprend souvent en philosophie d'ailleurs de nos jours, ni toute distinction entre les formes de vie hautes et basses, ou de valeurs et moins précieuses, rejetant une telle catégorisation comme arbitraire et subjective. L'éthique conventionnelle se préoccupait exclusivement des êtres humains, c'est-à-dire la moralité ne s'appliquant qu'aux relations interpersonnelles, alors que la philosophie éthique de Schweitzer a introduit une profondeur, une énergie et une fonction qui diffèrent de l'éthique qui n'appliquait que les humains.
La vénération pour la vie était une nouvelle éthique parce que ce n'est pas seulement une extension de l'éthique, mais aussi une transformation de la nature de l'éthique. Alors, juste une précision. Souvent on dit que l'éthique ne doit concerner que les humains parce que seuls les humains peuvent suivre des règles morales, seuls les humains ont la capacité de raisonner ou en tout cas d'avoir des intuitions sur le bien et le mal. Alors ce qui n'est pas totalement juste, on a trouvé d'autres animaux, notamment des primates, qui ont probablement de ce qu'on appelle des codes moraux, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat. De toute façon, il faut distinguer l'agent moral et le patient moral. L'agent moral, c'est celui qui a des règles éthiques et qui y adhère. Par exemple, qui va dire tiens, il faudrait agir de telle manière. Et le patient moral, c'est celui qui est le destinataire de la considération morale. Ouais, voilà, l'agent moral, c'est celui qui envoie l'ordre moral. Et le patient moral, c'est celui qui la reçoit, c'est celui qui en bénéficie. Et dans ce cas, évidemment, toutes les formes de vie ne peuvent pas être des agents moraux. Parce que peu de vies s'interrogent sur le bien et le mal. Par contre, toutes les formes de vie pourraient être des passions morales, c'est-à-dire être protégées, avoir une valeur intrinsèque. Une petite distinction à faire. Et ça fait aussi que la morale qui est créée par l'humain n'est pas forcément créée pour l'humain. Parce que agent moral et passion morale ne sont pas forcément les mêmes. De même, Peter Singer soutient que les animaux non humains méritent la même égalité de considération que nous accordons aux êtres humains. Son argumentation est grosso modo la suivante. Premièrement, l'appartenance à l'espèce Homo sapiens est le seul critère d'importance morale qui inclut tous les humains et exclut tous les non-humains. C'est-à-dire, il n'y a pas de propre de l'homme à part être de l'espèce humaine. Par exemple, si on dit que le propre de l'homme c'est de savoir philosopher, il n'y a pas tous les humains qui savent philosopher. Si on dit que le propre de l'homme c'est la raison, il y a d'autres animaux qui peuvent aussi raisonner. Donc voilà, la seule façon de séparer tous les humains et tous les non-humains, ou de séparer l'homme de l'animal, si on peut dire, c'est juste le critère de l'espèce. Or, deuxièmement, utiliser l'appartenance à l'espèce Homo sapiens comme critère d'importance morale est totalement arbitraire. Ouais, c'est d'ailleurs un biais psychologique assez connu qui est le tribalisme, cette tendance à favoriser ceux qui nous sont proches génétiquement. Parmi les autres critères que nous pourrions considérer, seule la sensibilité, la sentience en l'occurrence, est un critère plausible d'importance morale. Quatrièmement, l'utilisation de la sentience comme critère d'importance morale implique que nous étendions la même considération morale de base, c'est-à-dire principe de base d'égalité, aux autres créatures sentientes que nous accordons aux êtres humains. Par exemple, la souffrance d'une vache a la même valeur que la souffrance d'une même intensité chez un humain. Classique. Par conséquent, nous devons étendre aux animaux la même égalité de considération que nous étendons aux êtres humains. Bam! C'est ça. En fait, l'antispécisme, si on peut y résumer, c'est deuxième thèse, dire que l'espèce, ça n'a pas de pertinence morale. L'espèce en soi, c'est pas fiable pour dire si tel individu a plus de valeur ou l'autre. Il faut se baser sur d'autres critères. Et forcément, comme d'autres animaux sont sentients au même titre que les humains, ça ne veut pas dire forcément qu'ils ont les mêmes sensations ou qu'ils vivent la même vie, mais ça veut dire qu'ils ont de la sentience, basiquement. Et qu'ils peuvent éprouver de la douleur ou du plaisir. Et dans ce cas, ça fait que leurs intérêts, en l'occurrence par exemple le bien-être animal, a autant d'importance que le bien-être humain. Le travail de Singer, bien que remarquable dans le canon de l'éthique environnementale, ne doit cependant pas être considéré comme entièrement biocentrique. Ça, c'est bien de l'indiquer. L'éthique de Singer est étendue des humains aux animaux non humains, parce que le critère d'inclusion morale, la sentience, se trouve à la fois chez les humains et chez les animaux non humains. Il serait donc arbitraire de le refuser aux animaux non humains, simplement parce qu'ils n'étaient pas humains. Cependant, toutes les entités biologiques ne sont pas sensibles. Pensez aux algues, plantes et arbres, champignons, lichens, mollusques, protozoaires par exemple. Protozoaires, regardez ce que c'est. Tada! Pouf! Est-ce que c'est sentient ça? Probablement pas. Encore, on pourrait étudier, mais là n'est pas encore la question. Pour qu'une théorie éthique soit biocentrique, elle doit avoir une raison d'étendre l'inclusion éthique à l'ensemble de la biosphère. Or, justement, le scientisme de Singer, ce n'est pas la même chose.
Blablabla. Bon, ensuite, il y en a d'autres qui ont proposé d'autres choses, mais allez, hindouisme, islam, jaïnisme, bouddhisme, bon, je vais pas lire tout ça, de toute façon, je, je ferai des épisodes à part entière sur la question des autres religions. On va voir maintenant la critique, ça peut être intéressant. Le biocentrisme a fait l'objet de critiques pour un certain nombre de raisons. Certaines de ces critiques découlent de l'inquiétude que le biocentrisme est un paradigme anti-humain et qu'il n'hésitera pas à sacrifier le bien-être humain pour le plus grand bien. Eh ouais, dès qu'on sort du tribalisme, forcément, il y a des gens, notamment les gens conservateurs, qui vont s'opposer, parce que les gens conservateurs sont au contraire très attachés à ce tribalisme et à cette idée qu'il faut privilégier sa tribu avant les autres. Après, on pourrait, pour s'opposer à cette tendance tribaliste, on pourrait considérer que en fait, nous faisons partie d'une plus grande communauté, que ce soit la communauté des sentients ou la communauté des vivants, ce qui permettrait alors d'être plus soucieux à ce groupe. Ne pas les considérer comme extérieurs au groupe, mais au contraire comme à l'intérieur d'un groupe assez large dans lequel nous faisons partie. Dans ce cas, ça nous permettrait de nous rapprocher et pas forcément d'enlever cette intuition tribaliste, mais au moins de la corriger de sorte qu'elle ne soit pas discriminatrice envers les non-humains. Le biocentrisme a été critiqué pour son individualisme, en mettant trop l'accent sur l'importance de la vie individuelle et en négligeant l'importance des groupes collectifs comme un écosystème. Après, il faut savoir que une société, c'est un ensemble d'individus, et forcément, ce qui compte, c'est le bien-être de tous les individus, enfin en tout cas dans une perspective scientiste. Et forcément, si on contribue au bien-être de chaque individu, on contribuera aussi à celui de la société tout entière. Donc c'est pas de l'individualisme dans le sens où tout va se déliter et puis tout va partir en vrille. Non, parce que si tout part en vrille, ça ne sert même pas aux individus eux-mêmes. Enfin, une forme de critique plus complexe se concentre sur les contradictions du biocentrisme. Ouh, attention, ça va être intéressant. Opposé à l'anthropocentrisme, qui considère les humains comme ayant un statut plus élevé que les autres espèces, le biocentrisme met les humains sur un pied d'égalité avec le reste de la nature, et non au-dessus. Dans son extrait A Critique of Anthropocentric Biocentrism, Richard Watson suggère que si tel est le cas, alors les manières humaines, la culture humaine et les actions humaines sont aussi naturelles que les manières dont se comporte toute autre espèce animale. Il poursuit en suggérant que si les humains doivent changer leur comportement pour s'abstenir de déranger et d'endommager l'environnement naturel, cela a pour résultat de distinguer les humains des autres espèces et de leur attribuer plus de pouvoir. Cela nous ramène alors aux croyances fondamentales de l'anthropocentrisme. Ok, ça c'est n'importe quoi. Parce que là, en fait, c'est le terme de supériorité ou de distinction qui est complètement fou. Ce que dit en biocentriste, c'est qu'il faut donner la même considération morale à toute forme de vie. Mais ça ne veut pas dire que toute forme de vie est égale dans d'autres choses. Par exemple, est égale en pouvoir ou est égale en capacité à raisonner sur le bien et le mal. Et dans ce cas, le biocentrisme ne nie pas du tout les spécificités des manières humaines. Il dit juste que ça ne doit pas justifier de donner plus de considération morale aux humains qu'aux autres êtres vivants. Et ensuite, dernière critique, est-ce qu'elle sera plus intéressante celle-ci ? Watson affirme également que l'extinction des espèces est la voie de la nature, et que si les humains devaient provoquer leur propre autodestruction en exploitant le reste de la nature, qu'il en soit ainsi. Par conséquent, il suggère que la vraie raison pour laquelle les humains devraient réduire leur comportement destructeur par rapport aux autres espèces, oui, c'est pour eux-mêmes, donc il faut penser qu'aux humains, anthropocentrisme. Bon là, c'est un peu léger cet argument de dire que l'extinction des espèces est la voie de la nature, parce que l'extinction des espèces à laquelle nous faisons face actuellement est beaucoup plus rapide que ce qui est naturellement. Et en plus, les biocentristes ne sont pas forcément partisans de faut suivre l'ordre naturel des choses. Il y en a qui peuvent très bien dire il faut permettre l'abondance de tous les êtres vivants, et même si cela demande par exemple d'éviter la chute d'une météorite sur la Terre, ce qui aurait été naturel, il faut quand même s'opposer à cet ordre naturel pour le bien des êtres vivants. On pourrait très bien imaginer ça. C'est pas parce qu'on est biocentrique qu'on forcément on vénère l'ordre naturel des choses et qu'on dit il faut pas interférer, même s'il y a quand même cette tendance. Bon bref, je pense que maintenant vous êtes un peu plus éclairé sur ce qu'est le biocentrisme et sur ce qu'il n'est pas, et vous serez plus à même de comprendre
les prochaines vidéos.